Alors bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'histoire de France et du coup là dans la guerre de Cent Ans. Donc on s'était quitté, vous vous souvenez, à la mort de Jean le Bon, Jean de Le Bon en 1364. Voilà, il meurt dans sa prison à Londres en Angleterre. Voilà, et c'est son fils Charles V qui va lui succéder, qui a été le dauphin du coup durant le règne de Jean II. Charles V est très différent de son père. Son père voilà, voulait s'illustrer pendant les guerres, il voulait maintenir l'esprit de chevalerie. Son fils déjà a une santé très fragile, voilà, et il va passer beaucoup de temps dans les livres, dans les bibliothèques, à étudier énormément de choses, et il réfléchit beaucoup. C'est beaucoup moins un homme d'action que son père. Et dans la situation où la France est, eh ben, c'est un roi qui va faire beaucoup de bien. Il est du coup couronné en 1364, mais auparavant, vous savez que Jean le Bon a été prisonnier, il est mort même en captivité. Donc c'est Charles V, le dauphin, qui va assurer déjà la régence. Donc avant même d'être couronné, il a assuré le pouvoir royal de 1356 à 1360. Donc 1356, ça doit vous dire quelque chose, c'est la date de la bataille de Poitiers, où le roi Jean II est fait prisonnier. Donc c'est Charles V qui, je vous le rappelle, s'est échappé juste avant, puisque Jean II a voulu protéger ses fils, et notamment le dauphin, en les écartant de la bataille quand il a vu que ça tournait mal. Donc Charles V assure la régence de 1356 à 1360. Ensuite, pour la faire courte, Jean II est libéré en 1360 à l'issue du traité de Bréquigny dont je vous ai parlé la dernière fois. Et puis, il y a quelqu'un de sa famille qui trahit ce traité. Et du coup, Jean II retourne en captivité volontairement. Voilà, encore une fois, l'esprit chevaleresque de Jean II le Bon retourne en captivité et c'est là qu'il meurt en 1364. Donc Charles V est couronné en 1364. Et la première chose qu'il va faire, je vous rappelle qu'on s'était quitté un peu dans une ambiance de désordre avec Étienne Marcel, avec les grandes jacqueries, donc les révoltes de paysans. Et ben Charles V, son premier travail, ça va être de rétablir l'ordre. Donc il va écraser littéralement ces jacqueries, donc c'est quand même un homme un petit peu militaire. Et il va peu à peu réinstaurer l'autorité du roi en pacifiant beaucoup les campagnes où il y a encore énormément les grandes compagnies. Donc c'est des mercenaires, des gens qui se battaient pour le roi quand le roi les payait. Et puis après, quand ils étaient plus payés, ils écumaient littéralement les campagnes ben voilà, pour faire du butin et s'enrichir comme ça. Et il y en avait partout en France pendant cette guerre de Cent Ans. Et voilà, donc Charles V va petit à petit et de manière très intelligente les envoyer sur d'autres fronts, et notamment en Espagne, on va y revenir juste après, avec notamment du Guesclin. Il va complètement réorganiser l'armée. Donc au lieu de créer une grande armée, l'Ost royal qu'on connaissait au XIIIe siècle et aussi au début du XIVe, avec, vous l'avez vu, beaucoup de défaites, il va créer plutôt des petites armées, beaucoup plus mobiles, et nommer à leur tête des grands capitaines, dont le plus célèbre, nous allons aborder son cas juste après, s'appelle Bertrand du Guesclin. Et il va participer aussi, en ayant un petit peu pacifié les campagnes, à une vraie réorganisation de l'État, en décentralisant un petit peu l'administration. Vous savez, Philippe le Bel avait concentré complètement l'administration royale. Là, lui, va le décentraliser en nommant notamment des relais du roi un petit peu partout dans le royaume, en rétablissant aussi une monnaie stable, puisque la monnaie avait été fortement dévaluée, réévaluée, enfin bref, ça appauvrissait et enrichissait beaucoup de gens de manière très rapide, c'était très, très difficile. Et petit à petit, eh ben, il va complètement restaurer le prestige royal. Voilà, ça sera un grand roi, Charles V, le sage. Alors, Charles le Sage, qui est beaucoup plus intellectuel que guerrier, qui a en plus une santé fragile, donc qui ne sort pas beaucoup et qui va rarement se battre, hein, il a vite abandonné ce principe, va nommer de manière très intelligente des grands hommes à la tête de son armée. Et le plus célèbre d'entre eux, qui est vraiment une grande figure de l'histoire de France, c'est Bertrand du Guesclin.
qui a vécu de 1320 à 1380. Vous l'avez peut-être remarqué, ils sont morts, Charles V et Bertrand du Guesclin, la même année. Alors Bertrand du Guesclin, c'est un breton du pays gallo, à côté de Dinan. Il est né à Bron, dans le château de sa famille. C'est l'aîné. Il n'a pas une enfance très heureuse, puisque voilà, on dit dans la légende qu'il est très laid. Il aura même eu à un moment une devise qui dira le courage donne ce que la beauté ignore. Voilà, c'est un petit peu sa devise. Il est un petit peu négligé voilà, par ses parents qui ne l'aiment pas trop. Et il a un côté évidemment qu'on imagine très bagarreur. Il aime par-dessus tout passer du temps avec ses jeunes amis à se battre. Il revient couvert de bosses. Voilà, il passe un petit peu sa journée à se battre. Il a un tempérament de feu. Voilà, et il néglige aussi une partie de ses études, même si voilà, ce trait était vraiment grossi par certains chroniqueurs pour dire que c'était vraiment un grand guerrier, mais c'était aussi quelqu'un qui savait réfléchir. Alors au début de sa carrière militaire, il va combattre d'abord pour Charles de Blois. Alors vous savez, non, vous ne savez pas. Charles de Blois et Jean de Montfort sont les deux partis qui s'affrontent pour le duché de Bretagne. Donc en Bretagne, il y a Jean de Montfort qui est soutenu par les Anglais et Charles de Blois qui est plutôt soutenu et il fait partie de la famille du roi de France. Et Bertrand du Guesclin va combattre énormément pour Charles de Blois. Il va notamment se battre beaucoup en forêt de Pimpon, au sud de Rennes. Et c'est là qu'il va gagner son surnom de Dogue Noir de Brocéliande. Vous imaginez, quand on prononce ce nom, on a des frissons dans le dos. Voilà, c'était vraiment un très grand soldat. Un tellement grand soldat que le roi va entendre parler de lui, le fameux Charles V, qui est en train de réorganiser son armée, et qui va l'envoyer à la tête des grandes compagnies, vous savez, les mercenaires qui n'étaient vraiment pas des enfants de cœur, en Espagne, combattre pour aider un de ses amis à récupérer le pouvoir qui est menacé évidemment par les alliés des Anglais. Et donc, le roi Charles V, en envoyant Bertrand du Guesclin à la tête de ces grandes compagnies, va faire coup double, puisqu'il va libérer complètement les campagnes françaises de la présence de ces mercenaires qui payaient un petit peu tout de manière illégale. Il va occuper les Anglais sur la terre d'Espagne pour soutenir cette grande bataille, une bataille qui est très loin de chez eux, donc il va affaiblir encore plus les Anglais par cette manœuvre. Il va commencer vraiment à les affaiblir. Et en même temps, il va gagner un allié espagnol qui sera très précieux, notamment pour la conquête des mers, puisque les Espagnols avaient déjà à l'époque une flotte très impressionnante. Bertrand du Guesclin rentre victorieux de cette campagne espagnole. Il est nommé par le roi connétable de France en 1370. Connétable de France, connétable dans l'origine, il y a étable, c'est l'homme qui ouvrait les étables. Alors au-delà de ça, en fait, c'est le général en chef des armées françaises. Donc c'est vraiment un poste extrêmement en vue, extrêmement prestigieux. Et Bertrand du Guesclin, qui est plutôt issu d'une petite noblesse bretonne, hésite un petit peu avant de prendre ce rôle. Et finalement le prend avec beaucoup de succès. Il va contribuer énormément à cette phase de la guerre de Cent Ans où la France va reprendre le dessus. Vous me direz, enfin, oui. Voilà. Et il va mourir en 1380 lors du siège d'un château en Auvergne. On dit qu'il aurait bu de l'eau trop froide alors qu'il faisait chaud. Mais est-ce que c'est la légende? Est-ce que c'est la vérité? On ne le sait pas très bien. Alors, dans cette phase où Bertrand du Guesclin a été nommé en 1370, il va complètement reconquérir le royaume. Alors, vous voyez sur la carte, suivant les couleurs, en violet, en rose, c'est les provinces qui ont été reconquises en 1369, en 1370. Et pour cela, on va changer complètement de tactique. C'est fini les grandes batailles rangées en campagne, là où justement les grands cavaliers français, etc., se faisaient littéralement décimer par les archers anglais. Cette période est vraiment révolue et Bertrand du Guesclin notamment va instaurer une toute autre manière de se battre. Il va passer
de château en château, mener des sièges, attaquer les Anglais de manière très rapide, puis aller hop, se réfugier dans un château. Et le roi, pendant ce temps-là, va encourager chaque ville à se fortifier pour pouvoir, pour que les différents habitants puissent se réfugier à l'intérieur des villes. Donc on va avoir beaucoup de villes qui vont se fortifier à ce moment-là. Comme ça, quand les Anglais débarquent, eh ben, tout le monde rentre dans les villes, il n'y a plus rien à manger autour des villes. Les Anglais qui sont loin de chez eux se fatiguent vite dans cette étape et doivent réembarquer du coup pour aller se nourrir, notamment puisqu'il n'y a vraiment rien à manger. On appelle ça la politique de la terre brûlée. C'est aussi une recette qui a fait une tactique qu'on a vue aussi bien plus tard, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale en Russie. Mais en tout cas, voilà, c'est le début de cette politique. Et dans ce domaine-là, eh ben Bertrand du Guesclin, qui est vraiment un guerrier, il excelle puisqu'il est à la tête de petites armées de quelques centaines d'hommes, alors qu'on a vu des dizaines de milliers d'hommes dans les grandes batailles comme à Crécy ou à Poitiers. Là, il a quelques centaines, notamment aussi parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent, et il va attaquer les Anglais, il va faire ce qu'on appelle une guerre de guérilla, donc il les attaque et puis il se replie. Voilà, il ne reste pas longtemps en face des ennemis, et c'est une bataille qui fait merveille, puisque à la fin du règne de Charles V, bah, les Anglais n'ont quasiment plus rien. Il leur reste 5 villes, vous voyez, c'est les petits territoires en rouge qui restent. Donc il reste Bayonne, Bordeaux, Brest, Calais, quelques villes ici et là, mais globalement, le roi de France, avec l'aide de Du Guesclin, a reconquis quasiment toute la moitié, tous les parties perdues de son royaume lors du traité de Brétigny et donc à la fin du règne de Jean II. Mais voilà, Charles V meurt en 1380, la même année que Du Guesclin, et c'est son fils Charles VI qui va lui succéder en 1380. En 1380, vous voyez qu'il est né en 1368, il n'a que 12 ans, donc vous commencez à être habitué. Là, du coup, il y a une régence qui s'instaure, et cette régence, elle est assurée par ses principaux oncles, donc les frères de Charles V. Ça, c'est très important, vous allez le voir pour la suite. Il est marié un petit peu plus tard à Isabeau de Bavière, et vous le verrez aussi a un rôle important dans ce qui va se passer ensuite. Et il souffre de grandes crises de folie à partir de 1392. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler Charles VI le fou. Et ça va instaurer un climat terrible en France et des heures sombres à nouveau pendant cette guerre de 100 ans. Et il meurt en 1422. Alors sous le règne de Charles VI, et notamment à partir du moment où il devient fou, les choses se dégradent. Et donc ce que vous pouvez voir ici, c'est le nom des frères de Charles V. Donc on a Charles V ici qui meurt en 1380. Et dans ses frères, on a le prince d'Anjou, Louis d'Anjou, on a le prince de Berry, Jean de Berry, Philippe de Bourgogne, le prince de Bourgogne. Et il y a aussi, dans les personnes qui élèvent Charles VI et qui assurent la régence, un prince de Bourbon, qu'on ne voit pas, mais qui est du côté de sa mère. Le plus puissant, vous vous en doutez, dans les oncles, c'est le prince de Bourgogne. Ce prince de Bourgogne-là, ils vont tous essayer, petit à petit, les différents frères, là, de récupérer le pouvoir, d'être le plus proche possible du roi Charles VI. Mais Charles VI a un frère qui s'appelle Louis dit d'Orléans. Et ce frère Louis a toute la confiance du roi. Et ça suscite des jalousies. Et notamment, quand Philippe de Bourgogne, l'oncle de Charles VI, meurt, son fils lui succède, Jean sans peur, et Jean sans peur est très très jaloux du lien très fort qui unit les deux frères, donc Charles VI, qui va pas très bien, hein, je vous le rappelle, avec son frère Louis. Et du coup, il fait complètement assassiner Louis d'Orléans, le frère du roi, et ça crée du coup un énorme désordre, puisque Louis d'Orléans a déjà des enfants, et son fils Charles d'Orléans veut venger son père, son fils qui s'est marié à Bonne d'Armagnac, les Armagnac étant une très très grande famille, vous avez leur généalogie en vert ici, Bonne d'Armagnac étant la fille de Bernard VII d'Armagnac, qui est connétable, donc un des successeurs
du Guesclin qu'on a vu juste avant, quelques années quand même après, et du coup va entraîner la famille d'Armagnac et la famille d'Orléans contre les Bourguignons de Jean sans peur, et ça va créer une très très grande guerre civile qui va faire énormément de morts, et dont, bien sûr, les Anglais vont profiter, puisqu'il y a un grand désordre en France entre les Armagnacs et les Bourguignons. Ben, les Anglais vont en profiter pour mener la bataille. Ils vont intervenir en 1415, ils vont débarquer durant l'été à côté du Havre, à Harfleur, et puis ils vont remonter progressivement, vu que l'année avance, ils ne veulent pas aller attaquer Paris tout de suite, puisque c'est toujours un petit peu le but quand on débarque, et ils vont remonter, du coup timidement, parce qu'ils sont aussi un peu impressionnés par les armées françaises. Vous avez vu que il ne reste plus beaucoup de terres anglaises, puisqu'il y a eu des grandes victoires françaises, notamment par cette stratégie. Ils vont remonter, et ils vont arriver, ils vont être rejoints par les Français à Azincourt. Azincourt, c'est pas très loin de Crécy, c'est dans la même région, dans le Pas-de-Calais, où va se dérouler une grande bataille. Une grande bataille qui malheureusement va mal se terminer pour les Français. Vous voyez ici la carte de la bataille. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs de Poitiers ou de Crécy. Les Anglais intelligemment ils sont moins nombreux, vont se caler entre deux forêts. C'est plutôt les Français qui ont choisi le, le terrain, mais les Anglais vont se caler entre deux forêts pour faire comme un goulot d'étranglement avec les deux triangles là qui sont les archers qui vont pouvoir du coup prendre en tir croisé les différentes vagues d'assaut des Français, et ça va être une catastrophe. En plus, on se bat dans un champ qui a été fraîchement labouré, il a plu, c'est de la boue, donc les premières charges de cavalerie sont largement ralenties par cette boue, ils n'arrivent pas à rentrer dans les lignes anglaises, ils sont pris complètement sous le feu des archers, ils refluent, ils rencontrent la seconde vague qui marche juste derrière, ils se croisent et ils se retrouvent finalement écrasés, puisqu'ils sont beaucoup trop nombreux et trop lourds, entre ces deux forêts où les Anglais les attendent patiemment et n'ont plus qu'à les massacrer, puisque voilà, à la fin, on a eu un petit mouvement ici de Français qui vont attaquer le camp de base des Anglais, ça crée un petit peu une panique, et le roi Henri V d'Angleterre ordonne de tuer tous les prisonniers, alors qu'on avait fait beaucoup de prisonniers pour obtenir des rançons, de les tuer pour pouvoir s'échapper et pour pouvoir aller récupérer leurs affaires tout simplement. Vous voyez, donc c'est un véritable massacre. Il y a des milliers de chevaliers qui sont tués lors de cette bataille. La couronne en prend un sacré coup. Hein. C'est vraiment une grande débâcle. Et on dit que la bataille d'Azincourt, c'est vraiment cette bataille qui a signé la fin de la chevalerie à la française. Ils ont, encore une fois, on n'a pas tiré les bonnes leçons de ces grandes batailles de Crécy et de Poitiers, et on se fait massacrer un petit peu sur les mêmes ingrédients. Il y a des chevaliers très lourds qui chargent dans la boue, qui sont ralentis et qui se font piéger par les archers anglais, qui leur prennent sous les feux avant que les chevaliers anglais ne les attaquent quand ils sont au sol. Alors à l'issue de cette bataille désastreuse, on va avoir un traité encore plus désastreux, puisque le roi Charles VI va être forcé, un petit peu aussi par ses alliés bourguignons. Je vous ai rappelé le conflit qui existe entre les Armagnacs et les Bourguignons. Ben c'est les Bourguignons vont aller chercher du soutien auprès de la couronne d'Angleterre, donc vont s'allier à l'Angleterre, qui va créer une vraie catastrophe hein, pour notre pays, tandis que les Armagnacs sont soutenus par la couronne de France, qui n'est plus très glorieuse, hein, puisque le roi est fou, et ces Bourguignons vont pousser le roi de France, Charles VI, à signer un traité de paix à l'issue de cette bataille. 5 ans après, ils vont signer le traité de Troyes. Et le traité de Troyes va complètement anéantir la monarchie française, puisqu'il va donner le titre de roi de France au roi d'Angleterre. Donc, dans le traité de Troyes, on décide qu'à la mort de Charles VI, eh ben, c'est Henri V d'Angleterre qui récupérera,
le trône français, et du coup, l'ensemble des provinces françaises passeront sous domination d'Angleterre. Il n'y aura plus qu'un grand pays, l'Angleterre. Voilà. Et donc le dauphin, donc Charles VII, le fils de Charles VI, va être déchu de son titre de dauphin, ne sera plus légitime à cause de ce traité. Mais c'est avant qu'intervienne Jeanne d'Arc, et nous verrons ça ensemble dans la prochaine vidéo. À très bientôt.